tâche de vous présenter un peu ces 50 ans de science qui ont eu lieu ici à Wayraou. Et parce que tout ne s'arrête pas aujourd'hui, je vous ferai part aussi de quelques perspectives sur ce qui va se passer dans les années à venir. Alors comme vous pouvez le voir sur ces photos, le centre a bien évolué, non seulement dans ses infrastructures, mais aussi dans les compétences des personnels, qui ont eu toujours un dénominateur commun, ça a été de mettre tout leur cœur pour faire des développements scientifiques de pointe, au service de leur institut, mais aussi au service de la Polynésie française. Alors on peut dire qu'on a une activité de prédilection. Le développement de l'aquaculture tropicale, ça a été, et c'est encore, notre credo. On a mené des tas d'essais, des dizaines d'essais sur des espèces d'invertébrés, des crustacés, essentiellement des crevettes, des mollusques bivalves, aujourd'hui des échinodermes, les oursins notamment, les holoturies, mais aussi pas mal d'espèces de vertébrés, essentiellement des poissons. Mais je vous ferai remarquer qu'on a aussi mené des développements zootechniques fructueux sur les tortues. Alors on a eu cette activité de prédilection et puis un certain nombre d'activités secondaires qui se sont développées en abiotique, même si ça a été une mission qui a été plus particulièrement menée ici par l'Institut Recherche pour le Développement. Mais on a mené des activités sur le thon tropical, les dispositifs de concentration de poissons, sur les énergies marines renouvelables, sur l'énergie thermique des mers, il y a bien quelques temps, et les campagnes d'exploration reviennent un peu à l'agenda avec les prérogatives que l'IFREMER a en tant qu'opérateur de la flotte océanique française dans la cartographie de la zone économique exclusive, mais aussi sur les grands fonds dont on voit que c'est un questionnement important autour de cette semaine de célébration. Des réunions ont eu lieu et j'espère des projets pourront se développer. Alors je vais me focaliser sur l'histoire un peu de l'aquaculture ici à Wayraou. Alors on peut dire que c'est une pièce en 3 actes, avec l'ère de la creviticulture, de l'avènement du centre jusque dans les années 90. Il y a une dominance des activités scientifiques tournées vers la creviticulture. Puis la pisciculture, les années 90, les années 2000. Et puis une montée en puissance sur les activités dédiées à la perliculture depuis le début des années 2000. Alors en effet, ces activités ont été menées par le CNEXO, qui après fusion à l'ISTPM a donné l'IFREMER en 1984, on y est revenu. Mais je voulais insister vraiment sur le partenariat fort qui a été en place dès le début avec l'ORERO, l'EVAM, SPE, PRL, et puis aujourd'hui la DRM, qui est un partenaire essentiel dans nos développements, qui s'est renforcé au fil du temps, et aujourd'hui, quinzaine de personnels de la DRM sont accueillis en permanence au niveau du centre. Ils ont des développements avec nous, ils partagent des plateformes avec nous, et donc c'est un acteur essentiel de la recherche que nous développons ici. Alors maintenant, je vais, sans être exhaustif, parler de chacune de ces aires et donner quelques exemples de grandes réalisations. Alors la creveticulture, elle est née ici, toute cette activité scientifique sur la creveticulture, avec la naissance du centre, et sous l'impulsion de Jean Chazot, qui a été le premier directeur du centre, et Alain Michel, qui était responsable scientifique de l'époque, et qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a fait une tournée mondiale de tous les meilleurs groupes qui travaillaient en creveticulture pour monter ici le groupe qui a dominé l'activité scientifique autour de la creveticulture pendant une vingtaine d'années. Un groupe qui était composé de biologistes, nutritionnistes, pathologistes, alcoologues, physiologistes, généticiens. C'était quelque chose d'assez unique de monter un groupe qui était capable de mener une recherche aussi intégrée à cette époque-là. Et cette équipe, elle s'appelait Aquacop. Et quelque chose d'extraordinaire, c'était un post-socialiste comme fonctionnaire, il publiait au nom d'Aquacop.
Et ça, c'est vraiment assez unique pour qu'on puisse le signifier. Donc, Alain Michel, qui a été le leader emblématique de cette épopée, nous a quittés en juin dernier. Et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Alors, en creviticulture, il y a eu des avancées majeures, des multiples essais sur des dizaines d'espèces de crevettes. Et il y a eu une maîtrise de la reproduction en captivité avec des protocoles de référence sur les 4 espèces qui sont les principales espèces exploitées aujourd'hui dans le monde. Tout a été maîtrisé ici et a été transféré ailleurs. Indicus, Monodon, Banamei, Topeneus stylirostris, toutes ces espèces étaient maîtrisées ici. Et l'algologue Martin, qui travaillait ici, a isolé une Prinosophycée, Isocrissis galbana, Teiso pour les intimes, dont on parle dans toutes les bonnes écloseries du monde qui travaillent un larvaire, sur la crevette ou les bivalves. Eh bien, on utilise cette algue, Teiso, qui a des caractéristiques nutritives assez exceptionnelles parce qu'elle comprend des acides gras à longue chaîne polyinsaturés qui sont particulièrement intéressantes en termes de nutrition. Non seulement cette recherche s'est développée, mais elle a été transférée. Elle a été transférée avec succès en Polynésie française, avec la chevrette dans un premier temps, Macrobrachium rosenbergi. Puis, la chevrette a été supplantée petit à petit par la crevette bleue, pour des raisons de rendement. Les meilleurs rendements de la crevette bleue ont supplanté donc la chevrette. Et partout dans le monde, par la filiale commerciale de l'Ifremer à l'époque, France Aquaculture, ces compétences ont été transmises en Équateur, en Colombie, en Malaisie, en Madagascar, en Nouvelle-Calédonie. Et avec grand succès, avec des développements dont les conséquences sont vues encore aujourd'hui tous les jours. L'ère de la pisciculture maintenant. Alors la pisciculture, dans un premier temps, fin des années 80, années 90, c'est porté sur des espèces introduites. C'était pas un très bon choix. Mais en fait, il y a eu des essais fructueux sur notamment le loup tropical, qui a été transféré à la profession, mais ça a été un échec. Et le pays a choisi de développer une nouvelle stratégie avec de nouvelles espèces lagonaires, cette fois-ci autochtones. Le moe, tarpon des sables, Parapewe, Patax, Peicherimani, la carangue, ont été les 3 espèces qui ont été choisies, sur lesquelles les développements zootechniques ont été menés. Et sur le Platax, ça a été un succès après les premiers essais, développement zootechnique, bouclage du cycle d'élevage, transfert de la technique aux écloseries. Les premières entreprises sont nées au début des années 2010. Et puis on a vu la progression de la production, mais rapidement est arrivé en parallèle un problème pathologique, une bactériose, plus particulièrement une Thénacie-baculose, dont l'étiologie a été caractérisée par le groupe ici. La bactérie a été caractérisée, il s'agit de bactéries qui sont responsables de problèmes en pisciculture un peu partout dans le monde. Mais la caractérisation de l'étiologie de cette maladie a permis d'identifier les bactéries, de les mettre en culture, et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des essais vaccinaux qui, je l'espère, vont sauver quelque part cette filière. Et enfin, la troisième ère, celle qui débute dans les années début 2000 et qui monte en puissance. Alors, la recherche dédiée à la permaculture est vraiment montée en puissance et fait d'aujourd'hui Ifremer le leader mondial sur cette recherche sur Pinctada margaritifera. 140 publications produites sur ce modèle-là durant cette période, où on s'est focalisé dans un premier temps sur la biologie, la reproduction des espèces, la génétique, structure des populations, la maîtrise zootechnique. Puis avec les problèmes qui sont survenus sur la qualité de la perle, Ifremer s'est mis à travailler plutôt sur les mécanismes de la biominéralisation, le déterminisme génétique des caractères d'intérêt perlicole, comme la couleur, la taille. Et il y a quelques années, on est rentré dans l'ère de la génomique. Donc le groupe a séquencé le génome de Pinctada margaritifera, ce qui est un outil absolument indispensable pour pouvoir mener des approches de sélection génomique, en mettant en place une sélection sur des lignées d'intérêt perlicole qui vont pouvoir être utilisées par la profession.
Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter. On est même, je dirais, dans une phase où on est en train d'élargir notre recherche. On mène une recherche multi-échelle intégrée d'une aquaculture durable en donnant une dimension de plus en plus écosystémique. On est une cinquantaine de personnels à travailler ici, et on est capable donc de mener une recherche qui va des aspects moléculaires les plus fins à des niveaux d'organisation supérieurs, individuels, populationnels, évolutifs. Ce qui est absolument essentiel aujourd'hui quand on veut prendre en compte les changements climatiques, les changements globaux auxquels on est soumis. Il faut pouvoir aborder ces aspects écologiques évolutifs. Alors on s'appuie pour ça sur des plateformes. On aura quelques exposés qui illustreront le fonctionnement de ces plateformes, mais en gros ce sont des plateformes où on sait produire des animaux, on sait étudier leur physiologie et l'impact de l'environnement sur leur physiologie, on sait étudier la pathologie, avoir des systèmes confinés où on peut faire des infections expérimentales pour voir ce qui se passe, les analyses au niveau moléculaire, cellulaire, histologique sur les tissus, mais aussi sur les maladies et les pathogènes, donc en microbiologie, et en fait des moyens à la mer, parce qu'il faut aller bien voir ce qui se passe sur le terrain aussi, de temps en temps. Et je vais maintenant parler des 4 volets des recherches que nous sommes en train de développer. Le premier, il correspond un peu à notre ADN, c'est-à-dire les développements aquacoles, mais nous allons les mener un peu différemment. Et avec nos amis de la DRM, nous avons déjà mis en place ce nouveau mode de fonctionnement sur deux filières, l'holotriculture, dont on a entendu parler, l'ostréiculture, où on met directement ensemble la recherche, les entreprises et l'opérateur, la DRM, de manière à prendre en compte les besoins des entreprises dès la conception de la recherche pour prendre en compte notamment l'échelle de l'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment important à souligner en holotriculture avec Tahiti Marine Products et Ostrea Tahiti pour l'huître de roche. Pour ce qui est de l'huître perlière, donc on est, comme vous l'aurez compris, dans l'ère de la génomique et la sélection. Donc là, il y a un partenariat entre la DRM et le syndicat des sélectionneurs qu'on est en train de mettre en place, le CISAF, pour pouvoir soutenir la production de lignées d'intérêt perlicole qu'on va pouvoir utiliser chez les professionnels. Et enfin, on donne une dimension que tu as souligné, François, tout à l'heure, plus écologique à cette aquaculture, en parlant cette fois-ci d'aquaculture de restauration, en utilisant des herbivores, pas des herbivores qui viennent d'ailleurs, des herbivores qu'on a ici, des oursins aussi, diadèmes, qui, comme vous le savez, sont des herbivores qui peuvent faire du bien à l'environnement. Parce qu'un des problèmes qui survient lorsque le blanchissement corallien est là, c'est que le récif est remplacé, c'est ce qu'on appelle le schiste algal, par des algues, des macroalgues, du turf dans un premier temps, et puis des macroalgues. Et dans certaines situations, à la suite des mignons, les blanchissements qu'on a connus, on pourrait avoir à utiliser ce type d'aquaculture pour réensemencer et aider l'écosystème à résilier. Alors le volet 2, c'est la durabilité des filières. Alors là, j'illustrerai l'adaptabilité au changement climatique, tout d'abord. Ça, c'est présent dans toutes les conventions qu'on avait derrière. On teste ça sur toutes nos espèces. Vous savez, les espèces tropicales sont des espèces stélothermes. Elles expérimentent des environnements qui sont très peu variables thermiquement. Vous imaginez l'impact que va avoir le changement climatique sur ces espèces. Il faut le comprendre pour pouvoir adapter les filières à ce qui va se passer dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc pour assurer la durabilité des filières, il faut travailler sur ces questions-là. Sur les maladies, mondialisation des échanges, intensification des cultures, on monte en puissance ici en Polynésie sur la création de filières. On peut voir émerger des maladies. On l'a vu avec le platax. Il faut absolument qu'on soit prévoyant, donc des réseaux de veille, mettre en place, avoir les moyens de caractériser l'étiologie des épisodes aussi, pour pouvoir trouver des moyens de lutte et de prophylaxie. Donc là, l'exemple du platax que Denis Saulnier va vous expliquer tout à l'heure dans un petit atelier avec les premiers essais de vaccination. Le volet 3, c'est l'aquaculture et l'impact environnemental. Un des problèmes en Polynésie, c'est le foncier. Donc on a développé beaucoup
l'aquaculture en cage lagonaire, il faut comprendre comment cette aquaculture va impacter l'environnement et mettre en place des normes qui permettent de contrôler ces impacts et déterminer des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et aussi, le travail que vous avez en haut sur cette diapositive, sur les plastiques. Donc les plastiques, et notamment l'industrie perlicole, a beaucoup généré de plastique, des microplastiques qui ont émané, de la dégradation de ces macroplastiques. Et ces microplastiques, on essaie de comprendre comment ils déstabilisent les espèces exploitées, mais aussi comment ils déstabilisent potentiellement l'écosystème. Et enfin, quatrième volet un petit peu plus prospectif, qui est très ambitieux et qui nécessite que les forces de recherche ici en Polynésie s'agrègent un petit peu plus qu'elles ne le sont. Et j'appelle cette agrégation de tous mes vœux. Pourquoi il est ambitieux? Parce que le lagon et sa santé doivent être appréhendés de manière globale. Vous avez tous entendu parler de l'approche One Health, une seule santé. Eh bien, c'est ce que nous proposons ici pour les lagons polynésiens. S'intéresser à l'impact des changements globaux sur les espèces d'intérêt économique n'est pas suffisant. Il faut aller s'intéresser à ces impacts sur les espèces clés de voûte de ces écosystèmes, c'est-à-dire les coraux. Mais aussi, on a des outils aujourd'hui qui permettent d'appréhender comment les impacts peuvent jouer sur l'ensemble de l'écosystème en s'intéressant à l'ADN environnemental et au microbiome lagonaire, par exemple. Donc avec des projets qui prendraient en compte tout ceci de concept, je pense qu'on apporterait beaucoup à la Polynésie pour comprendre ces impacts, pour produire des indicateurs de vulnérabilité de ces sociétés, et puis trouver des solutions pour éviter les écueils. Parce que la société polynésienne est hyper dépendante de ces lagons pour l'aquaculture, pour son tourisme, mais aussi pour sa pêche de subsistance. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Bravo. C'est évident de résumer 50 ans de travaux et ses perspectives. Et nous avons maintenant le grand plaisir et l'honneur